Ok, on commence. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à ce cours qui est dédié au contenu local dans les industries minières en Afrique. Nous sommes rendus aujourd'hui à la troisième séance. Lors de la première séance, nous avons introduit le cours et dans cette introduction, nous avons essayé de définir le concept de contenu local. Nous avons notamment essayé de retracer l'historique, d'où vient ce concept, et nous avons démontré comment est-ce qu'il s'est répandu à travers la planète, d'abord en Amérique du Sud et ensuite en Afrique, qui nous intéresse dans le cadre de ces cours. Nous avons délimité notre cours en démontrant le champ d'application, les enjeux et les défis liés à la promotion du contenu local en Afrique et nous avons aussi présenté les acteurs. Dans cette introduction, nous avons présenté les acteurs de la mise en œuvre du contenu local. Et lors de la deuxième séance, nous avons commencé par un premier chapitre qui a fait un constat. Et le constat, c'est que aujourd'hui en Afrique, et ce notamment depuis les années 2000, nous avons enregistré des avancées notables dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique. Et nous avons montré qu'il y a des efforts qui sont faits dans le développement et l'utilisation de la main-d'œuvre locale, notamment en termes de recrutement préférentiel de la main-d'œuvre locale, en termes de restrictions qui sont imposées à l'importation ou alors à l'internalisation de la main-d'œuvre étrangère. Et aussi, nous avons montré qu'il y a cette volonté pour les États africains de favoriser notamment la formation des compétences dans le domaine de l'industrie minière. Nous avons également montré l'exigence du transfert de technologie qui existe aujourd'hui dans ce domaine. Et dans la deuxième section du chapitre premier, nous avons également montré qu'il y a des efforts notables qui sont faits en termes de développement des entreprises et des industries locales. Et cela passait par le développement de la chaîne de sous-traitance locale, la prise de participation dans le capital des entreprises multinationales qui viennent s'installer dans nos États africains et aussi la promotion du local procurement, c'est-à-dire la promotion de l'approvisionnement local. Donc voilà ce que nous avons vu jusque-là. Et au-delà de ces efforts qui sont faits, nous allons aujourd'hui voir le deuxième chapitre qui porte sur les obstacles qui persistent dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local. Donc, l'idée, c'est de montrer que les textes existent, ils sont parfois très bons, ils sont avant-gardistes, mais que dans la réalité, nous avons encore beaucoup de goulot d'étranglement qui empêchent la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique. Donc, certains États sont encore rétifs, voire réfractaires à un développement du contenu local, voire à un véritable aggiornamento de la gestion de leur secteur extractif. Donc, ces États essayent parfois d'agiter le chiffon de la peur de la malédiction des ressources naturelles. On dit souvent que le pétrole, c'est l'excrément du diable. Donc, afin de faire prospérer un ensemble d'actions aux antipodes des exigences de la bonne gouvernance. Donc, si quelques réformes ont pu être faites ça et là, au cours de la période des programmes d'ajustement structurel, ou grâce à la révision des codes miniers et pétroliers de certains pays producteurs africains depuis les années 2000, on est encore loin d'une généralisation de ces bonnes pratiques dans le secteur des industries extractives en Afrique. Donc, malgré la clarté et le caractère non équivoque des dispositions textuelles, la réalité reste encore très nuancée. Parfois, les mesures qui sont adoptées s'avèrent irréalistes, ce qui témoigne du défaut de réflexion stratégique au cours de leur élaboration. Donc, le plan de ce chapitre sera articulé de la manière suivante. Donc, d'une part, à cause de l'engagement contrasté des États, on observe une faiblesse des capacités humaines qui conduit nécessairement à la faiblesse des liens économiques. Ce sera l'objet de la première section, tel que vous le voyez sur l'écran.
Et d'autre part, on observe également une participation peu significative des entreprises locales dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Et ce sera l'objet de la seconde section. Donc, commençons tout de suite avec la première section, l'engagement contrasté des États et la faiblesse des capacités humaines. Donc, tel que nous l'avons déjà dit, la volonté affichée par certains États africains de favoriser le recrutement des nationaux n'est pas suffisamment ancrée dans la réalité des capacités locales. Donc, ce qui fait que malgré la bonne volonté affichée par certains États, la réalité est celle du niveau de technicité très élevé des activités minières et d'une faible inscription de la formation professionnelle dans la logique du contenu local. On note aussi la faiblesse des engagements des États et l'absence de sanctions en cas de non-respect de leurs obligations qui sont liées au contenu local. Donc, commençons par le premier paragraphe qui porte sur le niveau de technicité élevé des activités minières comme étant l'un des obstacles à la promotion et à la mise en œuvre du contenu local en Afrique. De nos jours, tout le monde s'accorde sur la nécessité d'introduire le contenu local dans les législations et dans les contrats de concession, mais cela reste très difficile à mettre en place de manière concrète. Pour que la recette fonctionne, notamment en matière de recrutement de la main-d'œuvre locale, les entreprises étrangères doivent pouvoir trouver sur place des compétences adaptées à des métiers à forte technicité, tels que dans l'industrie pétrolière, qui nécessitent des niveaux de qualification élevés et spécifiques. Donc, si tel n'est pas le cas, imposer aux multinationales des quotas de main-d'œuvre locale à embaucher peut s'apparenter à un leurre, voire à une mission quasi impossible. Car, comme on le sait, l'Afrique est dans ce domaine, le domaine de l'exploitation des ressources minières, plus que toute autre région du monde, l'Afrique, disais-je, est fortement dépendante du personnel expatrié. La plupart des segments stratégiques de la chaîne de valeur continuent d'être dominés par la ressource humaine étrangère, faute de capacité suffisante au niveau local. La technicité des activités réalisées, notamment dans l'industrie pétrolière et minière, pose également le problème de la promotion des employés locaux à des emplois qualifiés et à des postes de responsabilité dans les projets miniers. Donc, comme on le voit, les pays africains doivent renforcer les capacités de la ressource humaine locale afin de refaire leur retard technologique dans l'accès aux métiers stratégiques de la mine. Le manque de compétences au niveau local limite les possibilités pour les pays producteurs de constituer une alternative crédible à l'expertise technique et technologique qui est souvent importée. La nationalisation des cadres de l'industrie minière représente ainsi un défi que peu de pays africains sont en mesure aujourd'hui de relever. Alors, le paragraphe 2 porte sur une faible inscription de la formation professionnelle dans la logique du contenu local. Le nombre et la qualité des emplois offerts aux populations locales dépendent naturellement des besoins des projets miniers, mais aussi et surtout des aptitudes et des compétences des travailleurs locaux. À bien y regarder, il n'existe pas assez d'écoles africaines de formation au métier des mines disposant de l'expertise, des structures et de la logistique nécessaires à la formation de pointe dans le domaine de l'offshore profond, qui constitue pourtant l'une des principales tendances de l'exploitation pétrolière aujourd'hui. Il y a là un manque de vision prospective de la part des responsables publics ou des responsables politiques africains. Quand on observe
les données du classement mondial des écoles de mines, on se rend compte sur la relative faiblesse de l'expertise africaine en matière de formation au métier de la mine. Mis à part quelques instituts de formation spécialisés en Afrique australe, en Afrique du Sud et au Maghreb, le continent africain semble relativement peu pourvu en écoles d'ingénieurs miniers ou alors d'ingénieurs pétroliers, ce qui fait du continent africain ce que certains ont encore appelé un no man's land technologique, du moins en ce qui concerne le secteur extractif. Certes, il existe quelques écoles de formation au métier de la mine, telles que nous avons énumérées depuis l'autre jour. On peut encore en citer quelques-unes. On a cité l'Université des mines et technologies au Ghana, l'École des mines de l'industrie de la géologie de Niamey au Niger, l'Académie des industries extractives de la CEMAC, l'École des mines de la métallurgie de Mwanda au Gabon, l'École de géologie et d'exploitation minière de Meganga au Cameroun, l'Institut des mines et des industries pétrolières, l'IMP de Douala, ainsi de suite. Donc, nous avons cité quelques écoles. Certes, il existe des écoles, mais lorsqu'on scrute les curricula de formation de ces écoles de mines, la formation qu'on y dispense souffre généralement de la même carence technologique que l'enseignement secondaire professionnel, à savoir le problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, à y regarder de près, il n'existe pas de laboratoire ou d'incubateur technologique à même d'assurer l'approvisionnement de l'industrie minière locale en compétences et en technologies de pointe qui seraient produites localement. Donc voilà quelques faiblesses en termes de formation. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des écoles qui existent. Mais qu'est-ce qu'on y enseigne concrètement? Les curricula de formation ne sont toujours pas adaptés. Donc, il y a ce problème de l'adéquation entre la formation et les emplois miniers. Et il y a aussi ce problème de laboratoires, d'incubateurs et autres qui sont autant d'obstacles sur lesquels les États africains devraient revenir. Passons au paragraphe 3 de cette section pour parler de la faiblesse des engagements des États et l'absence de sanctions en cas de non-respect des obligations qui sont liées au contenu local. Donc, vous voyez que le titre, il est un peu long. Donc, nous allons subdiviser ce paragraphe en deux sous-paragraphes, voire trois. Donc, nous allons examiner tour à tour la faiblesse des engagements des États, la faiblesse du contrôle des obligations des industries, des entreprises minières et l'absence de sanctions en cas de non-respect du contenu local. D'abord, la faiblesse des engagements des États. Alors, de nos jours, rares sont les États africains qui ont des politiques de contenu local ambitieuses, intégrant plus de 50% du contenu local. L'autre jour, nous avons cité quelques États qui ont des politiques assez ambitieuses. On peut citer le Nigeria qui s'évertue à ce que la part nationale représente 70% des 18 milliards de dollars qui sont investis chaque année dans le pétrole et le gaz nigérian. Nous avons pris également le cas du Sénégal, qui ambitionne de parvenir à l'objectif de 50% du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière à l'horizon 2030. Nous avons pris le cas du Ghana, où le Ghanaian Local Content Act recommande par exemple aux opérateurs de s'approvisionner en priorité et dans la mesure du possible auprès des fournisseurs locaux, même s'ils sont 10% plus chers. Donc, c'est une politique très, très ambitieuse. Nous avons pris le cas de bien d'autres pays, du Mozambique, par exemple, que vous avez évoqué. Bonjour.
Est-ce que c'est une question ou c'est un micro qui est ouvert par inadvertance? Alors, veuillez le Non, couper s'il vous plaît. Donc, je disais ceci. Oui, mais, mais je suis prof, c'était par inadvertance. Je m'excuse beaucoup. d'accord. Merci beaucoup, je vous Mm. en prie. Donc, je disais ceci, nous avons ces quelques exemples qui ont des États africains qui ont des politiques de contenu local assez offensives. Bon. Par exemple, pour ce qui est de la formation de la main-d'œuvre locale, les textes obligent les entreprises donneuses d'ordre à mettre en place des mécanismes de formation en vue du renforcement des capacités des nationaux, ce qui est rarement le cas. Donc, les textes sont là, mais néanmoins, quelques rares exemples existent, comme en Angola, où les grandes sociétés pétrolières ont participé à la création d'une école spécialisée dans les métiers pétroliers et parapétroliers. Nous avons pris, comme je le disais, beaucoup d'exemples. Nous avons dit, nous avons par exemple, quand nous avons pris le cas du Cameroun, nous avons dit que en matière de transfert de technologie, si l'on se réfère à l'article 126 du Code minier camerounais, ce texte prévoit que les sociétés minières sont tenues de soumettre à l'État et d'exécuter selon leurs priorités des programmes de transfert de technologie et de savoir-faire. Donc, quand on dit selon leurs priorités, ça montre bien ce que nous avons appelé tout à l'heure le faible engagement des États. C'est des engagements contrastés. Il y en a qui s'engagent avec des pourcentages très forts et il y en a qui ne le font pas du tout ou alors ont des pourcentages très bas. Pour ce qui est de l'approvisionnement local, le local procurement, les dispositifs actuels favorisent plutôt l'importation des intrants de l'étranger à cause de nombreuses exonérations fiscales et douanières. Donc, comme je l'ai dit l'autre jour, dans plusieurs pays, il existe ce qu'on appelle la liste minière qui définit qui bénéficient des exonérations des droits et taxes à l'importation durant les phases de recherche, d'installation, de construction et même d'exploitation. Il peut donc paraître paradoxal de demander aux entreprises minières de se fournir localement et en même temps établir une longue liste de produits bénéficiant des exonérations des droits et des taxes à l'importation. Donc, cela montre bel et bien le faible engagement des États en matière de contenu local. Donc, vous voyez, il y a des États qui ont des seuils de mesures assez élevés, sous Veuillez couper votre micro. Quelques petits désagréments. Veuillez couper votre micro. Je vous en prie. Alors, est-ce que vous coupez vos micros? Je crois que c'est Madame Balaï. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Ça nous évite des retours sonores désagréables. Euh, veuillez couper. Nous avons parlé de la faiblesse des engagements des États. Et vous avez vu des États qui ont des seuils d'engagement très élevés, 70, 80, 95%, acheter des produits localement, même s'ils sont 10% plus chers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons des États, donc on a un engagement contrasté des États et parfois un très faible engagement de d'autres États. En petit 2, nous allons voir la faiblesse du contrôle des engagements des entreprises minières. Donc, lorsqu'on parcourt les législations africaines, du moins en ce qui concerne le contenu local, on va se rendre compte qu'aucun véritable contrôle de l'application des textes existants n'a été organisé et très généralement,
aucune sanction n'est prévue. Parfois, on a des sanctions qui sont très faibles et par conséquent peu dissuasives. À titre d'illustration, quand je prends l'article 168 alinéa 2 du Code minier camerounais, on se rend compte que ce texte se contente d'affirmer que le ministre chargé des mines ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet s'assure du suivi et de la mise en œuvre des dispositions relatives au contenu local. Alors, où sont les sanctions? Le ministre ou tout autre organisme s'assure du suivi et de la mise en œuvre des dispositions relatives au contenu local. Point barre. Où sont les sanctions? Et donc, ça rend tout ce qui concerne le contenu local comme de simples vœux pieux, sans mesure de contrainte, sans mesure de dissuasion. Néanmoins, on a quelques rares pays tels que le Congo et la Côte d'Ivoire qui ont mis en place des commissions d'agrément des sous-traitants, comme nous l'avons dit l'autre jour, même si dans la réalité, on se rend compte que là aussi, ces commissions chargées de contrôler le respect du contenu local dans les contrats de sous-traitance, dans la réalité, ne fonctionnent pas ou alors fonctionnent avec beaucoup de difficultés. Donc, il va de soi que la faiblesse du contrôle et du suivi des engagements des exploitants miniers, ces faiblesses conduisent à une efficacité relative des mesures relatives au contenu local. Plusieurs pays africains édictent des obligations de respect du contenu local à l'encontre des exploitants miniers, mais ces dispositions sont dépourvues de sanctions. Dans sa thèse de doctorat soutenue en juin 2019 à l'université d'Aix-Marseille sur les conditions juridiques d'exploitation des ressources minières dans les États de l'UEMOA, M. Maïga Amadou Mohamed écrit, je cite, « S'il est vrai que la préférence locale en termes d'emploi et de recours aux entreprises locales constitue une obligation pour l'exploitant minier, il est à noter que les codes miniers de l'espace UEMOA ne prévoient aucune sanction en cas d'inexécution de ces obligations. » On peut le lire à la page 175 de la thèse de M. Maïga Amadou Mohamed. Ça confirme effectivement ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, il y a des textes, il y a des obligations qui sont imposées aux entreprises minières en termes de contenu local, mais dans la réalité, ces obligations ne sont assorties d'aucune sanction. Et M. Maga le confirme en disant il est à noter que les codes miniers de l'espace UEMOA ne prévoient aucune sanction en cas d'inexécution de ces obligations. Donc, cette affirmation se vérifie clairement à la lecture de plusieurs dispositions des codes miniers africains. Et par exemple, le code minier camerounais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne prévoit aucune sanction en disant simplement que le ministre des Mines ou alors tout autre organisme s'assure du respect des dispositions relatives au contenu local. Il en est de même l'article 58 du Code pétrolier sénégalais de 2019 qui ne prévoit aucune sanction. Pour ne citer que ces exemples, il y en a plein d'autres. Donc, il va de soi que l'absence de sanction en cas de non-respect des obligations liées au contenu local, l'absence de sanction conduit à une faible efficacité des mesures relatives à la promotion et à la mise en œuvre du contenu local. Cette absence de sanction et ce laxisme des États africains conduit parfois à une sorte d'embarras face auquel sont confrontés nos États africains, à savoir, d'une part, les États sont en quelque sorte, ce que je veux dire ici, c'est que les États sont face à un dilemme. D'une part, il y a cette volonté
d'attirer les investisseurs étrangers. Et de l'autre côté, il y a cette volonté d'imposer des cadres législatifs rigides, alors ce qui pourrait plutôt conduire à des effets inverses, en les poussant à aller s'installer dans les pays moins disants sur le contenu local. Donc, voilà le dilemme face auquel les États africains se retrouvent aujourd'hui. Soit vous imposez des obligations très rigides, ce qui pousse finalement les entreprises multinationales à aller vers les États les moins disants, et donc vous restez avec vos richesses du sous-sol qui sont non exploitées, soit vous faites très peu, vous prenez peu d'engagement et vous attirez les investisseurs étrangers. Donc, c'est ça. Donc, face à cet embarras, les États africains sont enclins à un laxisme, ce qui est finalement préjudiciable aux intérêts nationaux. C'est ça l'un des problèmes majeurs. Les États africains sont en quelque sorte face à un dilemme. Alors, pour finir avec cette section, parlons en petit 3 de l'absence de sanctions en cas de non-respect du contenu local. Je l'ai déjà évoqué. Oui, je crois que c'est... On vient de le présenter, voilà. On vient de le présenter. C'est quoi la slide suivante? Nous venons de présenter l'absence de sanctions. Alors, on continue pour terminer avec cette section pour montrer que les textes législatifs sur le contenu local ne sont pas simplement appliqués parce qu'il n'y a pas de sanctions. Or, il y a un auteur qui disait que lorsqu'une législation est bafouée ou non appliquée de cette manière, il en résulte un discrédit pour les institutions, pour le Parlement qui fait la loi, pour le gouvernement qui est chargé de l'appliquer, pour la justice et en définitive, une crise d'État. Donc, si vous avez des textes qui ne sont pas respectés, alors, selon cet auteur, il y a finalement une crise de l'État. Donc, conscient de cet état de choses, la stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier sénégalais s'est inspirée de l'expérience internationale qui montre que l'absence de sanctions est toujours source d'inefficacité. Et cela impacte négativement la mise en œuvre des obligations liées au contenu local. À ce sujet, cette stratégie nationale affirme que, la stratégie nationale du Sénégal bien sûr, cette stratégie affirme que le ministère des Mines pourra s'inspirer du secteur des hydrocarbures qui prévoit que le non-respect des obligations liées au contenu local expose aux sanctions suivantes. Voilà un exemple de sanction. Par exemple, cette stratégie prévoit donc la résiliation du contrat dans les conditions fixées par le code minier, l'application d'une amende prévue qui sera confirmée par les décrets d'application relatifs au contenu local dans le secteur minier. Pour les contractants, la non-récupération du coût des activités concernées, et pour les sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services, l'exclusion de la plateforme d'appel à concurrence et l'interdiction de conclure des marchés liés aux activités minières. Donc, l'idée ici, c'est de démontrer que même si dans la majorité des pays africains, les textes relatifs au contenu local ne sont pas assortis de sanctions, on a quelques exemples quand même qui devraient inspirer les autres États africains. Et nous commençons par cet exemple du Sénégal, qui prévoit
prévoit dans des sanctions en disant on peut résilier le contrat, on peut appliquer une amende qui est prévue par les décrets d'application, même si là aussi on sait que parfois on dit prévu par les décrets d'application, mais ces décrets ne viennent jamais, ils ne sont pas pris, ou alors ils sont pris plusieurs années plus tard, ce qui est encore un obstacle. Mais l'idée, c'est déjà de penser, c'est bien déjà d'avoir pensé à ces sanctions. Et pour les contractants, on dit la non-récupération du coût des activités concernées. Et pour les sous-traitants, on prévoit la possibilité de les exclure de la plateforme d'appel à concurrence et l'interdiction de conclure des marchés qui sont liés aux activités minières. Alors, vous voyez que si cela est respecté et appliqué, c'est quelque chose de dissuasif, de contraignant, qui va obliger les entreprises à véritablement respecter leurs obligations en matière de promotion et d'implémentation du contenu local sur le continent africain. En matière de sous-traitance, on sait aussi que la loi congolaise du 8 février 2017, notamment l'article 28, cette loi sur la sous-traitance congolaise fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé et l'article 28 punit d'une peine d'amende de 50 millions à 150 millions de francs congolais tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l'article 6 de la présente loi, c'est-à-dire sans respecter les obligations liées au contenu local. La préférence pour les entreprises nationales. Si vous ne respectez pas ces obligations, alors vous encourez une peine d'amende qui peut aller de 50 millions à 150 millions de francs congolais. Donc, hormis ces quelques exemples qui méritent d'être salués et imités par d'autres États, il y a lieu de dire que les États africains moins disants en matière de contenu local doivent changer de paradigme. Cela passe nécessairement par un renforcement de leur cadre juridique actuel et cela ne peut se faire que par un renoncement à l'ordre ancien et un engagement plus ferme à la défense des intérêts nationaux avec pour corollaire la réduction de la marge de manœuvre des partenaires, c'est-à-dire des entreprises multinationales. L'émancipation stratégique des pays africains se fera à ce prix. Ça se fera au prix de ces engagements ambitieux ou alors l'émancipation stratégique des pays africains ne se fera pas tout simplement. Voilà. Nous avons ainsi terminé avec la première section qui montre un certain nombre d'obstacles. Obstacles dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local. Quels sont ces obstacles en guise de rappel? Nous avons dit les obstacles sont d'abord liés au caractère très technique, au niveau de technicité très élevé des activités minières. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons un retard par rapport aux autres continents. Et donc, il va falloir essayer de mettre un terme à cette fracture technologique en renversant la donne. Parce que les métiers, ce sont des métiers à forte technicité. Et nous n'avons toujours pas les emplois qualifiés. Et du coup, la plupart de la main-d'œuvre continue de venir de l'étranger, même si on a des textes qui prévoient que ça doit être de la main-d'œuvre locale. Alors, tant qu'on n'a pas résolu ce problème à la base, on ne peut pas respecter ces dispositions. Donc, l'idéal aurait été de commencer par attaquer le mal à la racine, résoudre le problème des compétences en formant localement. Mais pour former, il y a des écoles comme nous avons vu, mais il faut revoir comment on forme, avec quels matériaux, avec quels moyens, avec quel laboratoire, avec quel voilà, incubateur, ainsi de suite. L'autre problème, nous avons dit pourquoi il y a des obstacles, c'est parce qu'il y a une faible inscription de la promotion professionnelle dans la logique de contenu local.
nous avons surtout évoqué le problème de l'inadéquation entre la formation qui est dispensée, que ce soit dans nos lycées professionnels, lycées techniques ou même à l'université. Il y a toujours encore ce problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. Il y a un manque de vision prospective de la part de nos responsables politiques. Et jusque-là, comme l'ont dit certains auteurs, le continent africain demeure un no man's land technologique parce que les curricula de formation ne répondent pas aux métiers de la mine qui sont aujourd'hui très techniques. L'autre problème que nous avons relevé, c'est la faiblesse des engagements des États. On a vu des engagements contrastés. Certains États très disants, des programmes très ambitieux de mise en œuvre du contenu local, d'autres très moins disants, parce que nous l'avons dit, les États sont en quelque sorte face à un dilemme. Soit vous avez des ambitions très élevées et donc personne ne viendra chez vous, soit vous êtes obnubilé par l'attractivité de votre euh, secteur minier et puis vous êtes moins disant et vous faites venir les multinationales. Donc, c'est l'un des problèmes que nous avons relevé. Et nous avons également relevé la faiblesse du contrôle des engagements liés aux dispositions relatives au contenu local. On a un problème de suivi et au final, on a même un problème de sanction. Comme nous l'avons vu, les obligations ne sont pas assorties de sanctions. Malgré cela, nous avons quand même pu dénicher quelques cas rares de pays africains qui prévoient des sanctions. Le cas du Sénégal, que nous avons évoqué tout à l'heure, et même du Congo en ce qui concerne la sous-traitance. Donc, les États africains gagneraient euh, à s'inspirer de ces exemples qui sont porteurs et qui devraient être imités par tous les autres États africains. Donc voilà, pour ce qui est de cette première section, je vais marquer une pause et je vais vous donner la parole pour vos remarques, questions, suggestions et même des commentaires par rapport à ce qui se passe dans vos pays respectifs pour qu'on puisse un peu échanger. Donc, si vous êtes là, je vous passe la parole. Alors, quelqu'un veut bien prendre la parole? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Je veux me rassurer que je Bonjour, peux prof. parler tout seul depuis tout seul. Bonjour, prof. Bonjour. Voilà, je prends part à la discussion. C'est juste pour dire que, bon, en RDC, le cadre légal en termes de politique publique pour le contenu local est en train d'être complété puisque la loi sur le contenu local a été adoptée par le gouvernement récemment. C'est une loi qui a été présentée par le ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat congolais. Oui. Et donc, la loi a été adoptée par le Conseil de ministres. Je crois qu'il reste que ça suit le processus pour passer. Est-ce qu'ils le font par décret ou bien ça serait une loi qui passerait par l'Assemblée nationale avant d'être promulguée par le président de la République? J'en sais pas trop, je vais m'informer, mais est-il que à l'occasion du salon de l'imprimerie où le ministre de l'Industrie était là, il en a fait part que, bon, une bonne nouvelle, le gouvernement vient d'adopter la loi sur le contenu local. Donc, cette loi viendrait compléter la loi sur la sous-traitance. Oui. Qui est déjà opérationnelle et que, bon, l'autorité de régulation de la sous-traitance depuis 2022 s'est fait un peu de la poêle de la bête
et qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans et demi, les entreprises locales dans le secteur de la sous-traitance minière ont pu capter quand même un peu plus de 2 milliards de dollars à titre de marché de prestations et de fourniture de biens locaux. Donc, bon, voilà, je pense que la loi sur le contenu local viendrait compléter le cadre légal et bon, voilà, pour le bien du Congo, quoi. Donc voilà. D'accord. Merci pour cette expérience partagée. Si je comprends bien, il y a un projet de loi qui est en cours, en cours d'adoption, qui n'est pas encore Exact. définitivement adopté. Ouais. Mais comme vous avez dit vous-même, l'idéal aurait été qu'on ait une loi au niveau national sur le contenu local au lieu d'avoir des lois parcellaires. C'est vrai qu'on peut avoir des déclinaisons dans différents secteurs d'activité, mais qu'il y ait une loi qui fixe le cadre général du contenu local, même si dans chaque secteur d'activité, on va donc avoir des déclinaisons, ce qui serait vraiment une bonne chose au lieu d'avoir des lois parcellaires comme celle sur la sous-traitance, sur la main-d'œuvre, voilà. Mais qui est d'abord une stratégie nationale. C'est pour cela que j'aime toujours l'exemple de ces pays qui ont d'abord une stratégie nationale de contenu local, telle que le Sénégal, le Mali, la Guinée, que nous avons évoqué. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et les sanctions, oui, en termes de sanctions, bon, la loi n'est pas encore adoptée, ouais, à part cette loi congolaise sur la sous-traitance. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'autres pays? Bonjour, professeur. Bonjour. C'est Maître Eolo de la RDC. Moi, c'est plutôt une suggestion partant de l'aspect contraignant, n'est-ce pas, des règles régissant l'applicabilité du contenu local. Oui. Vous venez de donner l'exemple de quelques pays qui ont quand même des lois qui, qui reprennent la sanction en cas de non-respect de l'applicabilité de ces contenus locaux. Et vous aviez évoqué en RDC comme la loi sur la sous-traitance, qui prévoit aussi des sanctions, des amendes à payer. Mais d'autres pays, puisque nous parlons de l'Afrique, nous Oui. avons besoin, c'est-à-dire le souci est que les pays d'Afrique puissent aller de l'avant. Parce que nous sommes des pays solutions, tout ce que l'Occident peut chercher en termes, n'est-ce pas, de la nouvelle technologie, nous les possédons. Alors, pour se rendre beaucoup plus important, hormis certains autres mécanismes, n'est-ce pas, de promotion, de manière à inciter d'autres pays aussi à emboîter le pas de certains pays que vous venez de citer, est-ce qu'il y a-t-il moyen que en fait, des organismes soient créés? Prenons le cas de aujourd'hui, nous avons l'Institut québécois des affaires en fait, internationales qui est là, qui assure la formation dans le secteur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen que nous puissions soit tous s'engager après, n'est-ce pas, cette formation, pouvoir vulgariser ces lois aux côtés des organisations régionales ou continentales qui pouvaient bien arrêter ces politiques-là, mais comme cela, en fait, nous avons l'impression comme si il y a une certaine lanterne dans l'évolution, mais on peut aussi créer des mécanismes pour accompagner les mécanismes déjà existants de manière à booster l'économie des pays d'Afrique. C'est juste une suggestion que je voulais peut-être nous allons en mûrir plus tard, mais vous sentez que l'exemple que vous venez de donner tantôt prouve qu'il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là de créer des mécanismes de sanctions pour la non-applicabilité des règles du contenu local. Voilà. Merci beaucoup. Je considère que c'est plutôt une suggestion, oui, comme vous avez dit vous-même. Vraiment, en Afrique, comme je l'ai dit, quand vous voyez les textes, il n'y a pas de sanctions. Et même dans le cas du Sénégal que j'ai évoqué, vous voyez, c'est la stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier qui prévoit que le ministère,
cette loi, je veux dire, cette stratégie, on a un micro ouvert encore. Voilà, je disais que cette stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier sénégalais ne prévoit pas en tant que telle des sanctions. Elle dit simplement que le ministère des Mines pourra s'inspirer du secteur des hydrocarbures qui prévoit le non-respect des obligations liées au contenu local. Donc, c'est le secteur des hydrocarbures. Et donc, cette loi dit que le ministère des Mines devra s'inspirer de ce qui se fait dans le domaine des hydrocarbures. Et donc, vous voyez, il faut généraliser tout cela dans le cadre d'une stratégie nationale. Mais c'est déjà bien, comme je l'ai dit, il faut y penser, prévoir des sanctions en termes de résiliation du contrat, d'amende ou alors d'exclusion de la plateforme d'appel d'offres, d'appel à concurrence pour ce qui est des marchés publics ou des marchés de sous-traitance. Voilà, c'est quelques expériences, quelques exemples qu'on a vus. Je voulais savoir si dans vos États, il y a des sanctions en termes de contenu local, si la loi prévoit des sanctions. Maître nous a dit tout à l'heure qu'en RDC, il y a un projet qui est en cours, qui n'est pas encore adopté. Donc, on attend au niveau de l'adoption pour voir s'il y a des sanctions. Et il a bien précisé qu'une loi sur le contenu local viendrait parachever l'ensemble en prévoyant des sanctions rigides. Est-ce qu'on a d'autres expériences dans d'autres pays où on a des sanctions? Alors, Maître Bongué, Montréal, plutôt une suggestion. D'accord. Mais c'est parce qu'en fait, les États sont faibles, hein, ça on le sait déjà, face à l'hégémonie des sociétés minières. Et je me questionne sur... Parce qu'en fait, on est un peu dans une sorte de bataille David contre Goliath. Alors, Oui. est-ce que ici, si on recourt plutôt à la législation communautaire, on a déjà un bel exemple avec l'OHADA. Pourquoi est-ce que le Conseil des ministres ne pourrait pas, par exemple, penser à un acte uniforme sur le contenu local? On aura à ce moment une législation transnationale et les sociétés minières n'auront pas trop le choix que de respecter notre législation transnationale, puisque aussi bien à Niamey, au Cameroun ou encore, je ne sais pas, au Congo, ils n'auront pas d'autre choix que d'appliquer les exigences liées au contenu local et savent également que les sanctions sont les mêmes en cas de non-respect. Peut-être à ce moment, on pourrait avoir un vrai et un véritable début de respect du contenu local plutôt que des législations éparses, hein, dont je me questionne. Le Conseil des ministres, je pense, devrait se pencher sur la question. C'était la petite suggestion. Alors, je pense que, prof, on vous a perdu, hein? On ne vous entend plus. Si vous m'entendez, vous m'entendez maintenant? Oui, je crois que c'est bon. Oui, là, on vous entend. Merci. On l'entend, mais on ne le voit plus. Est-ce que vous D'accord. Oui, je crois qu'il y a eu un petit bug, mais tout est revenu dans l'ordre là. Alors, est-ce qu'on peut reprendre où c'est l'observation ou la question de Maître Bongué?
Est-ce que vous m'entendez? Ça va maintenant, prof? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 prof, on vous entend. On vous entend. Moi, je vous entends plus. Pourtant, je reste connecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur, nous vous entendons bien. Moi, je ne Oui, vous oui. entendais plus. Je n'ai pas suivi la préoccupation de maître. Je crois qu'il y a eu un Oui, petit bug. oui, oui. Alors, D'accord, c'est oui, parfait. oui, je reprends rapidement et je vais peut-être rajouter un élément supplémentaire en faisant un peu de droit comparé. Au Canada, en réalité, il n'y a pas de législation fédérale. Donc, le Parlement fédéral n'a pas adopté de loi régissant les questions de contenu local. Mais je pense que c'est fait exprès simplement parce que la question des communautés autochtones est vraiment une question extrêmement sensible. Et le gouvernement fédéral préfère Ouais. laisser cette responsabilité à chacune des provinces, puisqu'en fait, on a un gouvernement fédéral qui en réalité n'a pas de territoire. Il squatte le territoire des provinces, en fait. Et donc, il y a donc des mesures incitatives qui sont prévues par chacune des provinces. Et c'est donc de cette manière que la question du contenu local est abordée. Et même à ce niveau, il n'y a pas de loi véritablement provinciale, c'est beaucoup plus des incitatifs. Ça peut être des incitatifs fiscaux, ça peut être des incitatifs en matière d'investissement, mais c'est des questions extrêmement sensibles parce que les autochtones, qui sont les Premières Nations, considèrent qu'ils ne sont pas canadiens. Ils sont autochtones. D'ailleurs, ils n'ont pas de passeport canadien. Ils ont ce qu'on appelle c'est des permis, c'est des certificats délivrés par des bandes indiennes, Les bandes indiennes sont l'équivalent des municipalités. Et donc, grâce à ces certificats de bandes indiennes, ils peuvent se déplacer sur tout le territoire américain, incluant les États-Unis, le Mexique, avec ces cartes-là. En fait, c'est des autochtones, c'est leur territoire. Donc, la question du contenu local n'est donc pas abordée facilement parce qu'ils considèrent les Canadiens comme étant des envahisseurs. Donc, habituellement, c'est devant les tribunaux que la question se discute. Donc ça, c'est le petit ajout que je voulais apporter. Mais pour revenir à mon commentaire de tout à l'heure, je me disais alors, dans une bataille David contre Goliath, les États africains ne sont pas suffisamment outillés. Est-ce qu'il ne faudrait donc pas prévoir une législation transnationale, communautaire ici? Et à ce niveau, le Conseil des ministres est probablement mieux outillé pour préparer un acte uniforme, exactement comme ils l'ont fait pour l'arbitrage. On pourrait prévoir justement un acte uniforme sur le contenu local qu'on pourrait arrimer avec l'acte uniforme sur l'arbitrage. En cela qu'en cas de non-respect, on pourrait mettre en œuvre la procédure arbitrale. En fait, ceux qui peuvent mettre en œuvre la procédure arbitrale pour non-respect du contenu local, ce n'est pas seulement les parties au contrat, mais ça pourrait être toute personne ayant intérêt. Alors, c'est sûr que ça n'encourage pas les investisseurs, mais en indiquant que toute personne qui a intérêt pourrait mettre en branle le processus arbitral, et donc le processus arbitral pourrait se tenir soit sous l'égide de la CCJA, soit justement auprès du CIRDI. Et les entreprises canadiennes, pas nécessairement canadiennes, excusez-moi, lapsus, et les entreprises minières pourraient à ce moment se faire saisir dans leur pays de résidence, où ils ont des actifs. Donc je pense que le poids de la sanction pourrait être beaucoup plus lourd de cette façon-là. Bon, il pourrait avoir, n'est-ce pas, des mesures conservatoires, mais bon, c'est sûr que pour que le Conseil des ministres se mette à l'œuvre, il faudrait certainement de bons mémos qui expliquent, bref, qu'on leur apporte la solution, parce qu'ils l'ont pas. Ils n'ont pas la solution. Donc, ça passe peut-être par des publications, et peut-être finalement, ça se rendra auprès des ministres, ou alors, je ne sais pas,
qu'il y ait les avocats des différents pays qui se mettent ensemble pour rédiger une sorte de mémorandum et appeler de tous leurs voeux, n'est-ce pas, l'adoption d'un acte uniforme sur le contenu local, voilà, qui prévoirait des sanctions et qui permettrait d'arrimer le nouvel acte uniforme sur le contenu local avec l'acte uniforme sur l'arbitrage. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Merci. D'accord. Merci, mais vous savez que ce ne sont pas tous les États africains qui sont membres de l'OHADA. Donc, si on se limite au cadre de l'OHADA, ça ne considérerait que les États membres de l'OHADA. Donc, peut-être il faut réfléchir au niveau africain de manière plus large, notamment au niveau africain, il y a déjà au niveau de l'Union africaine la vision minière pour l'Afrique. Peut-être renforcer les dispositions qui ont trait aux sanctions en termes de contenu local et même dans la vision 2063 de l'Union africaine également. Peut-être ce sont des textes dans lesquels on devrait intégrer ces sanctions et non pas se limiter à l'espace OHADA que je considère comme étant restrictif parce que tous les États africains ne sont pas membres de l'OHADA. Et vous avez vu, les pays les plus avancés sont des... Voilà. Bon, pour le reste, je souscris entièrement. Je prends ça comme des idées de réflexion sur des thèmes qui nous amènent à réfléchir davantage pour voir comment améliorer l'existant. Professeur, je peux aussi Passons à la section 2. Juste même une seconde. Oui, allez-y. Allez-y. Professeur, oui, allez-y. Merci d'abord pour la qualité de la formation, mais j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que la notion du contenu local ici ne peut pas aussi susciter quelque chose sur la conscience nationale? Parce qu'il y a la corruption qui vient toujours battre tout en brèche. Parce qu'il y a des cas que nous avons vécu. Un contrôle, par exemple, en rapport avec les inspecteurs peuvent descendre, exiger que les investisseurs, les expatriés brandissent les programmes en rapport avec les transferts de technologie, de formation des nationaux et autres. Ils trouvent qu'il y a des infractions, ils les constatent. Et curieusement, ils envoient des projets en coulisses pour dire, voilà, c'est ce que vous devez payer 150 millions de francs congolais. Mais si vous faites ceci ou cela, vous nous donnez quelque chose dans ce sens-là, on vous couvre, on laisse tomber. Et ça s'est fait exactement comme ça. Alors, je me disais, mais la loi sur le contenu local, je venais d'ailleurs d'être informé par les confrères ou celui qui venait d'intervenir, notre monsieur Cléophas. C'est ce qui est très bien, mais l'applicabilité face à la corruption, je ne sais pas si on peut aussi réfléchir, parce que nous constatons quand même qu'il y a des pays, ce n'est pas orienté ou anglo-saxon, ou comment on dit, anglophone, où par moment les lois s'appliquent sans beaucoup de difficultés. Mais lorsque on vient dans l'espace ici francophone, ça pose beaucoup trop de problèmes. Alors, est-ce que ce n'est pas vraiment lié à la conscience nationale ou est-ce que les lois qu'on est en train de, surtout la loi qu'on veut adopter chez nous, là, en RDC, est-ce qu'il n'y a pas on peut quand même y insérer ou rappeler peut-être les dispositions en rapport avec la corruption ou renforcer les mécanismes de contrôle de part et d'autre. Sinon, vraiment, ça ne pourra pas s'appliquer, il n'y aura pas de retombées. Nous n'allons pas palper l'efficacité ou la rigueur de toutes ces lois-là. Ça, vraiment, nous exprimons un peu d'expérience. Hein. C'était vraiment ça, ma petite réflexion. J'ai peur de la corruption, vraiment. On peut avoir des textes, mais qui ne pourront pas faire face à la corruption, qui bat les pleins. Merci beaucoup, Maître, pour votre intervention. Merci pour... Alors, professeur. Vous avez parfaitement raison. Ça rentre... Oui, allô? Mais excusez, monsieur le professeur. Je voulais compléter monsieur le bâtonnier. Oui, on vous a... Oui. En fait,
c'est ce qu'il a dit. Cette inquiétude-là, en fait, elle est normale. D'autant plus que, en tout cas, ça, aujourd'hui, c'est vraiment une monnaie courante hein, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, ça devient une monnaie courante. Mais moi, je pense que, comme on dit, en fait, la corruption, c'est déjà un fait qui, dans la législation congolaise, est érigé comme étant un fait infractionnel ou une infraction. Alors, dans chaque loi, en fait, chaque loi organique, nous savons qu'il y a aussi des aspects pénaux qui arrivent. Prenons les cas dans en fait, du projet de loi proposé par le ministre de l'Industrie, qui est encore sous étude. Nous savons qu'il y a eu toujours une mesure d'application de chaque loi. Chaque loi est accompagnée par une mesure d'application. C'est dans la mesure d'application qu'on a toujours en fait, constaté certains aspects pénaux en cas de non-respect ou d'inapplicabilité. Mais à ce qui concerne la corruption, comme c'est vraiment un fléau, vous le verrez presque dans tous les pays d'Afrique et dans tous les secteurs. Donc la corruption existe. Mais lorsqu'il y a un fait infractionnel sur la corruption, soit en fait, en matière ou dans le cas d'un contrat minier, je pense que la loi pénale va s'appliquer de manière ordinaire. Je ne sais pas prendre encore lorsqu'il y a un cas de corruption, lorsqu'il s'agit d'appliquer simplement une loi minière, je ne crois pas qu'on va en fait reprendre ou faire des mesures qui doivent reprendre ces faits infractionnels, d'autant plus qu'il y a déjà une loi pénale qui existe en matière, n'est-ce pas, de corruption. C'est juste un complément dans ce que vient de donner comme position M. Le Bâtonnier. Merci beaucoup. Merci, maître. Merci beaucoup. Vos deux interventions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous ne faites qu'anticiper ce que nous allons voir dans la section 2. Et nous avons mis ce problème de corruption comme étant effectivement un frein à la mise en œuvre du contenu local. Et nous avons intégré la corruption dans ce que nous avons appelé de manière globale je vais dire, le climat des affaires. Voilà, donc nous allons le voir dans la section 2 qui va commencer tout à l'heure. Donc, vous avez parfaitement raison. Alors, allons donc avec cette section 2 qui porte sur la faible participation des entreprises locales dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Et nous avons montré que malgré la volonté affichée par les États africains dans la promotion du contenu local, on note une faible participation des entreprises locales dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Et cette faible participation constitue l'un des principaux obstacles au développement socio-économique et à l'émancipation stratégique des pays africains. Dans le cadre de cette section, nous allons passer en revue les causes de cette participation mitigée des entreprises minières dans le processus extractif, ainsi que les conséquences de cette participation à minima des entreprises minières locales dans le processus extractif. Donc, ce sont les deux sections les deux paragraphes de cette section. Donc, premier paragraphe, les causes de la participation mitigée des entreprises minières locales dans le processus extractif. Donc, ces causes pour lesquelles les entreprises locales participent très peu tiennent entre autres à la faiblesse des tissus industriels nationaux, à la contrariété des politiques de contenu local avec certains engagements internationaux des États, nous l'avons évoqué déjà. Ça tient aussi au sous-développement des infrastructures locales de base, nous allons expliquer tout cela. Ça tient aussi à l'absence des capacités techniques et financières des entreprises locales et ça tient à ce que vous venez d'évoquer, à savoir un climat des affaires peu favorable à la création d'entreprises locales.
Et c'est à ce niveau que nous allons évoquer les problèmes de corruption. Nous avons intégré tout cela dans ce qu'on appelle le climat des affaires, qui n'est toujours pas favorable à la promotion, à la mise en œuvre du contenu local. Et donc, c'est dans ce contexte que s'impose la nécessité d'adopter une politique de contenu local ayant pour but de maximiser les retombées économiques et sociales découlant des investissements réalisés dans le secteur minier en conformité avec les engagements internationaux de l'État. Alors, commençons par la faiblesse des tissus industriels nationaux. La faiblesse des tissus industriels nationaux. Alors, les projets miniers ayant des besoins importants d'approvisionnement en biens et services à tous les stades de leurs opérations, de la recherche à la production, en passant par le développement et la construction de la mine, il est primordial d'avoir un tissu industriel local assez développé, ayant la capacité de se conformer aux standards exigés par les entreprises minières et de les approvisionner pendant toute la durée de leur projet. Tel n'est malheureusement pas le cas dans la majorité des pays africains, où l'on observe une insuffisance des politiques d'incitation à la création des entreprises locales. Donc, commençons par l'absence d'entreprises nationales compétitives. Dans la plupart des États africains, le tissu industriel local est inexistant, voire il est faible pour pouvoir absorber les activités des multinationales, ce qui constitue un obstacle à la diversification des économies des pays africains. En plus de cette faiblesse quantitative, dont nombre insuffisant d'entreprises, le tissu industriel africain souffre également d'une faiblesse qualitative qui est liée à l'absence de compétitivité des entreprises africaines, notamment leur capacité à pouvoir faire face à la concurrence, à pouvoir maintenir ou à accroître leur part de marché en respectant les standards et les exigences en la matière. Donc, vous voyez, la faiblesse du tissu industriel africain, elle est à la fois quantitative, très peu d'entreprises, elle est aussi qualitative, la qualité. Très peu d'entreprises africaines ont des capacités techniques et financières à même de rivaliser avec les multinationales. Donc, elles ne peuvent pas faire le poids en termes de concurrence avec ces entreprises multinationales. Et dès lors, les lois sur le contenu local doivent inciter les multinationales à contribuer au développement industriel local, notamment par la construction d'usines locales, par la construction des infrastructures énergétiques et de transport. Parce qu'il s'agit, n'oublions pas, les industries extractives ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Et après extraction, il faut pouvoir évacuer dans les infrastructures de transport. Et donc, on doit demander à ces multinationales de construire ces infrastructures énergétiques et de transport. Et le but étant de créer les conditions nécessaires à l'émergence des entreprises locales, des champions locaux, grâce à un meilleur transfert de technologie et à la circulation des compétences. Alors, on note aussi une insuffisance des politiques d'incitation à la création des entreprises locales. Outre, qu'est-ce qui justifie qu'on ait un tissu industriel peu développé et peu diversifié? C'est parce qu'il n'y a pas de politique d'incitation à la création d'entreprises locales. Cette absence d'incitation à la création d'entreprises locales a pour conséquence une perte d'opportunités économiques pour les acteurs locaux et le maintien de la dépendance des pays africains à la rente minière et donc vis-à-vis de leurs partenaires extérieurs. Dans un tel contexte, l'émergence d'un marché minier ou pétrolier concurrentiel sur le continent africain demeure
hypothétique au regard de l'extraversion du secteur extractif à laquelle semble mener toute nouvelle découverte. De nos jours, l'enclavement de l'industrie minière africaine est le résultat de l'absence d'incitation suffisante en faveur d'un partenariat, d'un entrepreneuriat orienté vers la contestation de la domination des entreprises et de l'expertise technologique extérieure dans l'amont et la création de la valeur ajoutée dans le secteur aval. Donc, il faut des incitations dans la chaîne de valeur en amont et aussi dans le secteur en aval. La faiblesse relative des investissements directs étrangers attirés par l'Afrique s'explique aussi par le fait que certaines politiques du contenu local sont contraires à certains engagements internationaux auxquels les États africains ont souscrit. Et nous l'avons évoqué déjà lors de nos précédents cours qui existent parfois et qui sont des freins. Donc, c'est ce que nous avons appelé la contrariété des politiques de contenu local à certains engagements internationaux des États. Donc, si les législateurs africains semblent dans leur majorité encourager le recours à l'approvisionnement local et le recours prioritaire aux entreprises locales, il existe paradoxalement plusieurs dispositifs qui font obstacle à ces recours. En effet, on sait que les investissements directs étrangers sont encadrés par tout un réseau de traités, d'investissement et d'accords de libre-échange. Et ces régimes protègent les investisseurs étrangers, que ce soit les firmes internationales ou des particuliers, contre tout traitement arbitraire de la part des États d'accueil. C'est le cas notamment des traités bilatéraux d'investissement ou alors des accords de l'OMC. D'abord, en ce qui concerne la contrariété des politiques de contenu local avec les traités bilatéraux d'investissement. Ces traités soulèvent parfois des obligations relatives au traitement juste et équitable. Et ces traités énoncent aussi le principe de la non-discrimination. Donc, ces traités bilatéraux, en tant qu'engagements internationaux des États, ayant une valeur supérieure à la loi minière, s'imposent donc d'office à l'État. Et leur inobservation risque d'alimenter le contentieux arbitral, tel que Maître Ebongue l'évoquait tout à l'heure. Et par conséquent, il apparaît nécessaire pour les États, la seule chose à faire pour éviter de se retrouver face à ces contentieux au niveau arbitral, la seule chose à faire pour les États africains, c'est de renégocier certaines stipulations de ces traités bilatéraux d'investissement pour une mise en œuvre effective des dispositions relatives au recours préférentiel aux entreprises locales. Donc, il faut pour les États africains renégocier ce traité qui les empêche. On a encore un micro qui est ouvert. On a un micro ouvert. Voilà, c'est fait, c'est coupé. Alors, je disais donc que l'un des obstacles dans la mise en œuvre du contenu local, c'est que nous avons des traités bilatéraux qui prévoient un traitement juste et équitable à la fois des États, des entreprises et des individus. Il y a aussi le principe de la non-discrimination qui est souvent prévu dans ces traités. Et dans la hiérarchie des normes, on sait que les traités sont au-dessus de la loi. Et donc, si on met le traité et la loi minière, c'est le traité qui va l'emporter sur la loi minière. Et l'État peut donc facilement se retrouver dans un contentieux arbitral. La seule chose à faire pour favoriser la promotion et la mise en œuvre du contenu local dans nos pays africains, c'est de renégocier ces stipulations de ces traités bilatéraux d'investissement. On constate aussi une contrariété des politiques de contenu local avec les règles de l'OMC. Ça, c'est les traités multilatéraux.
On sait par exemple que les règles de l'OMC relatives aux mesures d'investissement liées au commerce interdisent tout avantage subordonné à l'utilisation de la préférence locale. Vous voyez, c'est clair et net, ça va contre la politique de préférence nationale. Les accords de l'OMC interdisent expressément tout avantage subordonné à l'utilisation de la préférence locale. Donc, ces obligations s'inscrivent dans une dynamique de compétitivité et visent à enrayer les politiques de distorsion des échanges internationaux, lesquelles ne mènent pas à un développement économique durable. Le fait d'accorder un traitement de faveur, le fait d'accorder un traitement de faveur à l'égard des fournisseurs locaux est donc considéré par l'OMC comme étant illégal, et même par les traités bilatéraux que nous avons évoqués tout à l'heure. Le faible pourcentage des investissements directs étrangers attirés par l'Afrique s'explique aussi par le sous-développement des infrastructures de base, telles que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Nous allons y revenir. Donc, c'est le C qui porte sur le sous-développement des infrastructures locales de base comme justifiant la faiblesse du tissu industriel local. On n'a pas des infrastructures locales de base qui soient développées. Je parlais tout à l'heure de l'énergie et des infrastructures de transport. C'est ça, les infrastructures locales de base. Si elles ne sont pas développées, toute exploitation minière, l'exploitation est rendue difficile, voire impossible. Donc, les infrastructures physiques représentent des couloirs de transmission qui rendent possible le recyclage permanent des bénéfices du secteur extractif à travers le renforcement des liens entre ce secteur économique et d'autres secteurs qui dépendent directement ou indirectement de lui. Alors, selon l'Agence japonaise de développement international, la JICA, le sous-développement des infrastructures de base et des cadres nécessaires à son exploitation et à sa gestion freine l'essor économique de bien de pays en développement. La CNUSED, pour sa part, voit dans le développement des infrastructures de base un facteur de facilitation des échanges et des investissements étrangers directs, d'encouragement des flux de commerce et d'investissements infrarégionaux, d'accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. Donc, vous voyez bien que les infrastructures les plus utilisées par les projets extractifs sont les infrastructures énergétiques et de transport. Or, dans les pays africains, on note soit l'absence, soit l'insuffisance ou la vétusté du réseau routier ou ferré. D'autre part, on note aussi l'insuffisance de l'offre énergétique, toutes choses qui ont un impact sur le dynamisme de l'activité économique sur le continent africain. Selon la Banque mondiale, l'énergie est de loin le plus gros défi infrastructurel en Afrique, avec près de 30 pays sur le continent qui sont confrontés à des pénuries régulières d'électricité. Donc, le domaine des transports n'est guère logé à la meilleure enseigne, puisque si le transport routier représente 90% du transport interurbain, seulement 20% des 2 300 000 km de routes que compte le continent africain sont bitumés. 20% du réseau bitumé. La densité du réseau routier étant par ailleurs faible, se situant selon les estimations à 7,6 km pour 100 km². Donc, on a un vrai problème d'infrastructures locales de base, l'énergie, les transports, qui sont des obstacles majeurs au développement du tissu industriel local. Or, comme nous l'avons démontré, tant qu'on n'a pas des entreprises, un tissu industriel local développé, on ne peut pas
valablement participer, notamment dans le secteur de la sous-traitance avec les multinationales qui viennent chez nous. Elles seront obligées de tout faire, de venir, d'installer les infrastructures. Et là, vous voyez, ce sont toujours leurs entreprises. On n'a pas de tissu. Et donc, on ne peut pas sous-traiter. Donc, c'est ça l'idée qu'on veut mettre en avant ici. Manque criard d'infrastructures de base. L'autre obstacle, et non des moindres, c'est donc ce manque d'infrastructures locales de base. Et face à ce déficit infrastructurel qui est paralysant, les pays africains exigent désormais de leurs partenaires des projets miniers intégrés. Vous allez entendre ce mot à chaque fois qu'il y a un nouveau partenaire qui arrive sur le continent. On veut mettre en place des projets miniers intégrés à même de favoriser une croissance inclusive. C'est le cas, par exemple, du projet d'exploitation du fer de Mbalam et de Nabeba entre le Cameroun et la République du Congo, qui inclut la construction des lignes de chemin de fer, des routes et d'un terminal minéralier au port en eau profonde de Kribi. On peut également citer la politique de contenu local du projet intégré minier et d'infrastructure de Simandou en Guinée, qui est le plus grand projet intégré de développement minier et d'infrastructure envisagé en Afrique. Simandou en Guinée. Donc, son vaste champ d'application comprend des installations minières, ferroviaires, portuaires, ainsi que des infrastructures auxiliaires. La seule chose que l'on peut déplorer, c'est que très souvent, la plupart des infrastructures construites dans le cadre du développement d'un projet minier sont presque exclusivement vouées à l'exportation des ressources minières brutes, à l'état brut. Or, l'un des enjeux, c'est que ces ressources minières puissent également être transformées sur place. Donc, l'impact des ressources minières sur l'économie périphérique reste donc réduit, puisqu'ils ne s'inscrivent pas dans une logique de développement plus global et de consolidation des liens en aval au niveau local. Donc, voilà ce qu'entraîne un tissu industriel local, les infrastructures locales très peu développées. Voilà les conséquences. Nous allons maintenant passer à l'autre raison qui explique la faible participation des entreprises locales dans le processus extractif, à savoir l'absence de capacité technique et financière des entreprises africaines. L'insuffisance des capacités techniques et financières des entreprises locales. La notion de capacité technique et financière est au cœur de l'activité extractive. D'une part, la notion de capacité technique et financière est un critère de sélection des entreprises extractives par l'État. Nul ne peut en effet obtenir une concession ou un titre minier s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation. Et d'autre part, la notion de capacité technique et financière joue un rôle de garantie d'une exploitation minière durable, c'est-à-dire la mise en valeur de la ressource qui intègre aussi à long terme la remise en état du site minier. Donc, pour pouvoir faire une exploitation minière durable, c'est ce qu'exigent souvent les États, il faut avoir les capacités techniques, c'est-à-dire la technologie, la capacité financière aussi, capacité technique et financière. Donc, dans un contexte de marché mondialisé, dans un contexte de mondialisation, le défaut de capacité technique et financière des entreprises africaines ne permet pas toujours à nos entreprises de répondre aux besoins des sociétés minières étrangères. Les capacités des entreprises locales à fournir les intrants miniers à des prix concurrentiels conformes aux standards de qualité requises par les entreprises minières est encore loin d'être satisfaisante. Donc,
on a ce problème de capacité technique et financière des entreprises africaines, ce qui ne leur permet toujours pas de faire face à la concurrence des entreprises multinationales. Donc l'autre raison, et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui n'est pas des moindres et qui explique la faible participation des entreprises locales dans le processus extractif, c'est le climat des affaires qui est peu favorable à la création d'entreprises locales. Donc, un climat des affaires peu favorable à la création et même à la gestion, et même au fonctionnement de nos entreprises du tissu industriel local. Le climat des affaires est l'ensemble des facteurs qui prévalent dans l'environnement où évolue une entreprise et qui sont de nature à impacter sur ses décisions et sur le développement de son activité. Il va de soi qu'un climat favorable aux affaires favorise l'investissement et la dynamisation de l'entrepreneuriat local. Le climat des affaires dans la plupart des États africains est très peu favorable à la création des entreprises locales, en raison notamment des difficultés d'accès au crédit, à la corruption généralisée telle que vous l'avez évoquée, aux tracasseries administratives et j'en passe. Donc, l'assainissement des cadres institutionnels d'investissement et d'entrepreneuriat s'avère donc indispensable afin de libérer le potentiel de l'initiative privée qui est une source naturelle pour accroître les opportunités d'investissement dans les pays africains. Sans cette remise en question, la perception du contenu local restera encore plombée pendant longtemps. Et l'un des obstacles non de moindre, toujours par rapport au climat des affaires, c'est que nos États perçoivent encore le contenu local comme étant un poids pour l'entreprise. Beaucoup perçoivent les exigences de contenu local comme un frein au développement de l'industrie. Or, c'est tout le contraire. Et là, c'est la vision des partisans du capitalisme et des doctrines néolibérales qui prônent une économie de marché ou alors la dérégulation. Il faut déréguler. Trop d'État. Non, il ne faut pas que l'État intervienne trop dans la régulation. Il faut libérer, il faut libéraliser. Donc, ils perçoivent que les exigences de contenu local, pour eux, c'est des freins, des obstacles. Donc, 7. On peut aussi relever le caractère relativement récent de cette notion, ou alors des textes qui sont relatifs au contenu local au niveau du continent africain. Nous avons dit que la plupart des textes qui ont trait au contenu local en Afrique remontent aux années 2000. Ça ne remonte qu'aux années 2000. Donc, ça laisse augurer un droit prospectif ou alors un avenir qui serait assurément mieux promoteur du contenu local. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier paragraphe concernant les obstacles, l'absence de développement d'un tissu industriel local. On a vu un certain nombre de facteurs qui font que le tissu industriel local ne se développe pas, ou alors qui font que les entreprises locales, celles qui existent, ne peuvent pas, à armes égales, participer à l'exploitation de nos ressources minières. Voyons maintenant les conséquences de la faible participation des entreprises nationales dans le processus extractif. Tout cela a des conséquences. Le fait que nous ayons un tissu industriel local peu développé en qualité et en quantité, cela a des conséquences. Cela fait perdre aux pays africains des capitaux importants en raison notamment de l'absence de création de la valeur ajoutée sur le continent africain. Parce que nous avons dit,
généralement, tout est destiné à l'exportation. On ne transforme rien sur place. Donc, ça fait perdre des capitaux en termes d'absence de création de la valeur ajoutée. Donc, comme nous l'avons relevé plus haut, la majorité des ressources extractives africaines sont presque exclusivement vouées à l'exportation à l'état brut. Leur impact sur l'économie périphérique reste donc réduit puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans une logique de développement plus global et de consolidation des liens au niveau local. Donc, comme on le voit, la faible participation des entreprises locales dans le processus extractif a donc inéluctablement une incidence sur la création des liens entre le secteur extractif et le reste de l'économie. Cette faible participation des entreprises locales ne permet pas de favoriser l'effet d'entraînement nécessaire à la transformation structurelle et la diversification des économies nationales. Car, comme on le sait, le contenu local a pour objectif de favoriser la diversification de l'économie des pays africains ou alors des pays producteurs, notamment à travers la multiplication des liens entre les industries extractives et le reste de l'économie. Le contenu local a pour finalité la dynamisation des entreprises locales et la création des richesses pour permettre aux pays africains d'amorcer le passage des économies dépendantes des hydrocarbures vers des économies davantage orientées vers des processus de diversification. La rente minière doit en effet constituer un capital initial dont l'usage doit faciliter la diversification des économies des pays producteurs et réduire la dépendance des pays africains à l'exploitation des ressources minières et énergétiques. Alors, nous sommes presque à la fin de ce grand 2 et partant de ce chapitre. L'absence de diversification des économies locales conduit inéluctablement à l'extraversion du secteur extractif qui se traduit autant par l'exportation de la majeure partie de la production minière à l'état brut que par l'importation de l'expertise et de la technologie étrangère tout au long du processus extractif. C'est le cas par exemple des intrants locaux qui peinent à se faire une place tout au long du processus minier et nous avons déjà parlé de cela précédemment. Dès lors, les mesures de local procurement qui sont adoptées voient leur efficacité réduite du fait de la faiblesse des capacités industrielles, de l'état des infrastructures et du manque d'ambition ou de réalisme des dirigeants africains. Cela rend difficile la transformation structurelle des économies africaines que de nombreux observateurs appellent de tout leur vœu. La faillite des États a créé les conditions d'une meilleure intégration des inputs locaux dans le secteur extractif, limite leur prétention à un certain leadership dans le domaine extractif. Cette faiblesse des États africains réduit également leur capacité à pouvoir tirer avantage, à pouvoir tirer bénéfice de l'exploitation des ressources et de construire une alternative à la dépendance vis-à-vis de la rente minière. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en termes d'obstacles pour ce qui est de ce chapitre. Pour conclure, disons que dans le cas de ce chapitre qui était consacré aux obstacles qui persistent dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique, nous avons noté d'une part une faiblesse des capacités humaines à cause du degré de technicité très élevé des activités extractives, du fait
que la formation de la main-d'œuvre locale est inadaptée, du fait que les formations dispensées localement ne sont pas suffisamment ancrées dans une logique de contenu local, et du fait de l'absence du transfert de technologie également. Donc, tous ces boulots d'étranglement conduisent nécessairement à la faiblesse des liens économiques à cause du faible engagement des États. Et d'autre part, dans la section 2, nous avons également observé une participation peu significative des entreprises locales dans la chaîne de valeur de l'industrie extractive à cause de la faiblesse des tissus industriels nationaux en Afrique, à cause de la contrariété des politiques de contenu local avec certains engagements internationaux des États, à cause aussi du sous-développement des infrastructures locales de base. Et pour terminer, à cause de l'absence des capacités techniques et financières des entreprises locales et du climat des affaires qui est très peu favorable à la création et même à la gestion des entreprises locales. Donc, toutes ces entraves nous amènent à envisager dans un troisième chapitre, le troisième et le dernier, les défis et les perspectives qui sont liées à la promotion et à la mise en œuvre du contenu local en Afrique, et c'est ce que nous verrons demain pour terminer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez, nous avons encore 10 minutes, voilà, on peut encore discuter un tout petit peu avant la fin de l'heure. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Si vous avez d'autres questions, des observations, des suggestions sur tout ce que nous venons de dire. Bonjour, professeur. Alors, je vois qu'il y a un message dans le chat. De quoi s'agit-il? Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, bon, je vais prendre la parole pour demander un peu à mes amis de la RDC, aux bâtonniers, à Maître Fidèle, je vais leur demander si les Américains, est-ce qu'on a déjà des contrats ou est-ce que ça évolue, la signature des contrats entre les Américains et la RDC, le partenariat minier là, qui est en train de se mettre en jeu. Est-ce que le contenu local, on en entend parler dans le partenariat minier avec les Américains? Oui, prof. Ben, jusque-là, je crois que les deux équipes sont toujours en négociation. Et la signature du deal USA-RDC est conditionnée à l'accord de Doha entre le gouvernement et la rébellion AFCM 23. Ça peut se comprendre parce que ça règle un accord entre le gouvernement et l'AFCM 23 qui occupe l'Est du pays, règle les questions sécuritaires et bien avant la signature du deal économique entre la RDC et les USA. Mais les négociations sont en cours. Je crois qu'ils sont déjà de part et d'autre un draft. Et tout qui est apprêté et qui attend je crois, je discutais hier avec Maître Dani qui est au cabinet du ministre des Mines
qui me parlait de début octobre, autour de 2 octobre par là, aux États-Unis pour la signature de ce deal. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore un deal signé entre les États-Unis et la RDC concernant les mines. Très bien. Allô, bonsoir, professeur. Oui, maître, on vous écoute. Ah, excusez-moi, tout à l'heure là, je viens de rater l'intervention du prof, du docteur, par le mauvais état de la connexion. Je ne sais pas parce que il paraît-il qu'il a abordé un sujet en fait, concernant la RDC ou sur les contrats miniers. Et s'il pouvait, il fait reprendre parce que c'est comme si apparemment ça nous a concerné directement. S'il vous plaît. Oui, oui, je disais qu'on parle, c'est l'actualité, on parle beaucoup du partenariat minier entre la RDC et les États-Unis. Et la question que je me posais, c'est que est-ce que dans ce deal qui est en cours là, est-ce qu'on entend parler du contenu local? Ok, ok. Merci beaucoup, professeur. Je pense que je pense que demain, comme il y a la dernière partie, vers la fin, nous reviendrons alors et à large sur ces aspects-là, parce que nous avions vu, et il y a encore d'autres aspects que nous allons épingler pour que demain nous puissions intervenir là-dessus, par votre autorisation. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien évidemment, prof, les aspects du contenu local sont en discussion parce que j'ai suivi un membre de la team RDC qui est dans la négociation, qui était hier le directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des questions économiques et financières et qui, je crois que conduisait la petite équipe économique et financière dans cette task force de négociateurs pour le pays. Il a fait allusion à ça après la signature des accords de paix de Washington sur la radio Top Congo. Donc, il a évoqué les questions du contenu local. Et donc, le projet va avec... et d'ailleurs, quand on entend le deal avec le fonds initialement qui sera engagé par l'Amérique, on parle de 500 milliards de dollars. Ces 500 milliards de dollars sont destinés au développement des infrastructures énergétiques et routières, au fait, principalement. Et dans les discussions, M. Wameso, qui est nommé il y a 2 jours gouverneur de la Banque centrale du Congo, a fait état du fait que la task force des négociateurs congolais ont pu obtenir de leurs partenaires américains, en dernier lieu, la participation quand même de la société civile congolaise avant la signature finale de cet accord. Donc la question de droit communautaire, la question de contenu local ont été également prises en charge. Et quand on entend les déclarations des officiels américains, Massad Boulos, le secrétaire d'État Rubio, ils reviennent tout le temps sur l'aspect du développement intégré, au fait, que le prof a souligné tout à l'heure, et qu'ils veulent que ce deal puisse profiter au peuple congolais. Ils parlent plus souvent du peuple congolais que de l'État. Donc, quand on parle du peuple congolais, on parle bien évidemment de la question du développement local, la question du contenu local et l'implication dans le développement local des peuples autochtones et autres. Donc voilà. Je pense que la question, elle est bien prise en compte. Et il y a quand même, tout cela est encadré quand même par notre législation nationale en matière de mines et autres. Donc voilà.
C'est bon, prof, c'est bon pour moi. Alors, je crois que c'est bon pour moi. Les femmes sont pratiquement à la fin de l'heure. Donc, je vous laisse conclure et on va se retrouver demain pour le dernier chapitre. Excellent. Un gros merci, prof. Merci. Merci beaucoup à tous. À demain la classe. Merci. Demain. OK, merci.